l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Essence, 1 centime de moins. Le Cornu, aussi menteur qu'Emmanuel Macron. Pozzo di Borgo, son analyse sur la guerre au Liban et sur l'OTAN. Trump, c'est le plan ou est-il fou? Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Franz Ambrosch, Charles Vandel, Stini Kars, ma chère Fernande Richter, Philippe Bohen et ma chère Divergente. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien formidable. Oui, il faut aider la information en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Vous avez été très nombreux à réagir à cette information. Sondage: 53% des plus de 65 ans se disent prêts à baisser leur pension de retraite pour un effort national. Nous avons tous été d'accord sur ce sondage, c'est de la colossale propagande. Et quel est l'objectif poursuivi par les macronards avec ce type de sondage? Toujours le même, vous faire accepter l'inacceptable. C'est une méthode d'ailleurs de communication. C'est ce qu'on nomme la fenêtre d'Overton. Qu'est-ce que c'est que la fenêtre d'Overton? Eh bien, c'est une théorie qui a été inventée par Overton dans les années 90. Et cette fenêtre désigne l'éventail des idées acceptables dans le débat public à un moment donné. Elle délimite ce qui est jugé raisonnable par l'opinion, plaçant les idées extrêmes en dehors. Ce périmètre est mouvant et peut être déplacé pour normaliser des idées autrefois impensables. Autrement dit, ils vont utiliser des techniques de propagande comme le conditionnement, ils vont marteler une idée pendant des mois, puis ils vont mettre des jalons, la technique des petits pas, le tout englobé par d'énormes mensonges. Donc il y a le degré d'acceptation, les idées évoluent de l'impensable à radical à acceptable, raisonnable, dynamique. La fenêtre n'est pas fixe, elle évolue avec l'opinion publique, les médias et le discours politique, et la stratégie politique. En promouvant des idées radicales, des acteurs politiques peuvent déplacer la fenêtre pour faire accepter des idées intermédiaires auparavant qui étaient rejetées. Pour faire plus simple, tout le travail médiatique va consister à vous faire accepter l'inacceptable. Vous avez un premier temps, vous avez un leader d'opinion ou un journaliste qui va réclamer un truc complètement dingue, une idée radicale. Et puis, petit à petit, d'autres vont reprendre cette idée, cela grossit, cela grossit. Les sondages viennent appuyer cette idée radicale. Le politique rejette l'idée radicale, mais pose un jalon. Et de fil en aiguille, eh bien, cela finit par passer. Un peu comme tous ces éléments, fenêtre d'Overton ou la technique des petits pas, les réussites entre guillemets du système. Il ne faut pas prendre le mot réussite au pied de la lettre, c'est légèrement ironique. Macron, les médias nous ont imposé quelqu'un qui n'aurait jamais dû pu se présenter à l'élection présidentielle. Le pass sanitaire. Ah oui, le pass sanitaire. Vous vous rappelez que c'est Éric Nolot ou Christophe Barbier qui ont lancé cette idée de pass sanitaire total? Vous avez également la retraite à 64 ans. Macron, jamais la retraite à 64 ans. Et petit à petit, il a fait voter cette loi et aujourd'hui on parle de la retraite à 67 ans. Quant au Mercosur, non, jamais le Mercosur. Et il est mis en place, vous le savez. Les échecs temporaires, entre guillemets, cela dépendra de nous. Les aides-feux, la transition écologique. La guerre avec la Russie. Édouard Philippe. Et l'Europe fédérale. Oui, Édouard Philippe est partout dans les médias. C'est la fenêtre d'Overton que les journalistes essaient d'ouvrir. C'est le sauveur du système. Je sais, Édouard Philippe, sauveur, c'est un peu comme Marc Dutroux, protecteur de l'enfance. C'est complètement absurde. Mais c'est ce que disent les journalistes. Enfin, les attachés de presse de la Bilderberg sur BFM et LCI.
Un autre sujet où la fenêtre d'Overton s'est déplacée, c'est la fin de vie. Un sénateur propose un référendum. Le sénateur Francis Pfitzner, LR, a déposé une proposition de loi au Sénat pour demander un référendum sur la fin de vie. Êtes-vous d'accord que ce sujet soit traité par référendum ? Oh oui, cela permettrait de démasquer la propagande macronarde, enfin européiste et pour tout dire mondialiste. Vous vous souvenez ? 77% des Français étaient favorables à cette loi dont ils ignoraient les articles sales et les conséquences abominables. Et pour cause, tout fut fait pour les tromper. Un véritable blitzkrieg médiatique. Les Français furent bombardés d'images traumatisantes de quelques cas rares dans d'horribles souffrances. Quoi ? Vous les laisseriez souffrir ? Mais vous êtes des monstres. Et puis, mon corps, c'est mon choix, c'est ma liberté. Tout cela était bien entendu trompeur. Je vous renvoie à l'analyse, à l'excellente analyse de Franck Zégé dans ses entretiens. Lorsqu'une personne souffre, elle peut être soulagée par les soins palliatifs. Et maintenant, les Français découvrent que pour quelques cas difficiles, dont on peut s'occuper dans les soins palliatifs, donc, on risque de zigouiller des centaines de milliers de patients. Je vous renvoie à ce qui se passe, par exemple, au Canada. C'est ainsi que l'on propose des fins de vie pour des gens qui souffrent des maux de dos. À réfléchir, à méditer. Oui, vite, un référendum. Autre cas. Demain, on saura si les artificiers du gouvernement Le Cornu mettent le feu aux poudres. La culture du mépris semble sans limite. Y a-t-il encore un adulte responsable dans l'État, osé prier à la pompe et des feux ? Le cocktail idéal pour réveiller les gilets jaunes. Sur les ZFE, Le Cornu, Macron ne sont pas arrivés à convaincre les Français du bien fondé de cette décision, donc à déplacer la fenêtre d'Overton. C'est non, disent les Français. Ils l'ont dit clairement au municipal environ une grande partie des mairies vertes. Que cela ne tienne. Ils décident de passer en douce au Parlement. Mais attention, le gouvernement marche sur des œufs. Oui, tout risque de mettre le feu aux poudres. Ce qui fait que le gouvernement promet tout et n'importe quoi. Le Cornu, par exemple, a annoncé une baisse de 10 centimes sur l'essence. Le prix du carburant a baissé en moyenne de 1 centime au lieu des 5-10 centimes annoncés par le gouvernement. Et cela s'annonce très compliqué pour le gouvernement parce que le détroit d'Ormuz est toujours fermé et que tous les spécialistes annoncent encore une augmentation du prix de l'essence. Le Cornu passe à la solution numéro 2, justifier l'achat d'une voiture électrique. Ah, faire accepter la voiture électrique aux Français. Mission très compliquée. 100 km en véhicule électrique coûte en moyenne quelque chose entre 2 et 3 euros. Tu mens. Forcément, les choses sont beaucoup plus compliquées. Car pour obtenir ces 2-3 euros, il faut charger pendant les heures creuses. Mais dès qu'on s'éloigne de son domicile, on est durement taxé dans les parkings et les supermarchés. Quant à l'autoroute, cela peut monter jusqu'à 12 euros pour les 100 km. Et ce diable de Le Cornu omet quelques coûts, notamment le prix d'achat. Le coût moyen d'achat d'une voiture électrique est supérieur d'environ 12 000 euros à celui d'un véhicule thermique. Autrement dit, il est quasi impossible de rentabiliser l'achat d'une voiture électrique par rapport à un moteur thermique. Et lorsque l'on parle de l'essence, et oui, si le moteur thermique sur 100 km est plus cher que l'électricité, c'est essentiellement dû aux taxes. Parce que prix hors taxe, l'essence, c'est entre 0,70 et 0,90. C'est le total des taxes qui fait monter l'essence à 2,10 euros. Et il y a un autre coût, oui, celui du risque d'effondrement de notre filière automobile. J'en ai parlé hier, la Chine rachète des usines européennes pour échapper aux taxes. Donc d'abord, il y en a, et deuxièmement, je me suis renseigné, il y en a vraiment, ils ont racheté des sociétés en Autriche, par exemple le groupe Volkswagen qui était à perte, qui perdait de l'argent, tellement d'argent qu'ils ont vendu à une entreprise chinoise,
Et que font les Chinois pour Et s'exonérer? oui, on est en train de se tuer tout seul. L'escrologie va nous amener dans une ruine économique et un désastre écologique à venir avec les batteries. L'Union européenne est un rouleau compresseur de mauvaises mesures qui écrase la France. Personne n'arrive à me dire quel est l'avantage de rester, mais ils ont peur de partir. La propagande est trop puissante. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez ironique. Tous ces européistes utilisent les mêmes arguments depuis 30 ans. Ils n'ont pas vu les choses changer. L'arrivée du Rassemblement national au pouvoir serait une ruine pour la France, assure Pascal Demurger, au micro de Benjamin Duhamel. Le directeur général de la Maïf affirme que les dirigeants d'entreprise doivent résister au Rassemblement national. Coucou France Inter, je me permets d'intervenir pour ajouter un petit bémol à ce que dit ce brave monsieur Pascal Demurger. La France est déjà ruinée après 10 ans de Macron-Mozart européiste que la famille de Benjamin Duhamel nous avait pourtant survendu. Comme quoi, les prévisions de l'élite... Et quand il aura dessoulé ce Murger, qu'il aille voir les résultats de cette politique, par exemple, dans l'agriculture. Nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Face aux difficultés de la filière noisette, nous agissons. Les mauvaises récoltes de 2024 ont provoqué une chute brutale des rendements, mettant nos producteurs en grande difficulté économique. Oh, quelle magnanimité! Quand vous aurez fini de donner des miettes aux gueux après leur avoir fait les poches, pourriez-vous monter dans la prochaine navette pour le vide spatial? Vous vous rappelez, j'avais prévu ce désastre cet été. Merci les escrolos, vous avez laissé nos producteurs sans pesticides seuls face à l'invasion de cette punaise chinoise tueuse de noisettes. Le résultat, notre production est quasi morte. Et que fait-on à la place? Eh bien, nous importons. Le soja brésilien, par exemple, génétiquement modifié, arrive en France avec des taux de pesticides 30 fois supérieurs aux normes européennes, malgré l'interdiction. Les accords Mercosur privilégient des intérêts commerciaux au détriment de notre agriculture et surtout de notre santé. Logique, tu arroses de pesticides, tu assèches les sols, tu dois transformer génétiquement ton maïs pour qu'il pousse sur un sol asséché. Tu l'importes en France dans une concurrence totalement déloyale. Tu tues l'agriculture française qui est moins dégueu. On est vraiment chez les fous et merci les escrolos. Et c'est bien entendu la même chose pour les noisettes, importées de Turquie généralement, avec des taux de pesticides absolument déments. La mafia qui détourne l'argent, de qui parle-t-on? Eh bien, après des années de défaillance, l'ordre des médecins de Paris va être dissous. Oh là là, champagne, c'est une des meilleures nouvelles de l'année. J'espère qu'avant de ranger leurs crayons, ces raclures auront la décence de présenter leurs excuses à tous les médecins qu'ils ont suspendus sur la base de rien. C'est l'heure de notre balade irlandaise, oui. Les manifestations contre l'augmentation du prix de l'essence ont été réprimées durement par les autorités européistes, mais cela a renforcé la détermination des Irlandais. Et il y a peut-être désormais une solution politique, une motion de censure. Demain à 14 h, vote au Parlement irlandais d'une motion de censure pour renverser le gouvernement au sujet de la crise des carburants. Le gouvernement irlandais pourrait tomber. Et en France, qu'attendent les députés d'opposition, entre guillemets, pour se bouger alors que le gouvernement ici ne fait strictement rien pour aider les Français? Oui, bougez-vous. Manifester, mais c'est vraiment pas le moment, alors qu'il y a le péril russe, qu'il y a la guerre en Iran. Ça serait complètement irresponsable. Qu'en pense Hariri de ses ennemis extérieurs? Le moyen le plus immédiat pour capter l'attention des populations est de les effrayer. Si vous voulez détourner l'attention du public du problème tels que la corruption du gouvernement ou la détérioration du système de santé ou du système éducatif, la meilleure chose à faire est de désigner un ennemi extérieur qui... Eh oui, lorsque vous êtes en difficulté, un peu de scélérus ou de célémola.
Ils sont tellement pratiques, ces médocs. Ils évitent par exemple de mettre en lumière les milliers de morts civiles des bombardements américano-israéliens. Quant à ceux qui s'élèvent contre toutes ces atrocités, ils sont traînés dans la boue, ils sont insultés. Oui, vous vous rappelez, Trump a insulté le pape. Le monde entier est choqué. Frère Paul Adrien. Ce type est juste hallucinant. Ce serait pas dans les journaux, vous ne croiriez pas, mais Trump vient ouvertement sur son réseau social de traiter le pape de faible et de publier dans la foulée une image de lui en Jésus qui sauve l'humanité. Il faut le voir pour le croire. Récap. Oui, le président Donald Trump s'attaque au pape et se prend pour Jésus. Un langage qui interpelle et un comportement inacceptable. J'apprécie particulièrement les vidéos du frère Paul Adrien et je m'adresse surtout à ceux qui ne croient pas en Dieu. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais cela permet de mieux comprendre la culture catholique. Quant au pape, il ne se laisse pas intimider. Je n'ai pas peur de son administration. Le pape Léon XIV riposte à la charge virulente de Donald Trump. Des journalistes en passant par les hommes politiques, tous reprochent à Donald Trump sa vulgarité et sa bêtise sur Léon XIV. Giorgia Meloni juge inacceptable les critiques de Donald Trump contre le pape Léon XIV. Le pape est le chef de l'Église catholique. Il est juste et normal qu'il invoque la paix et qu'il condamne toute forme de guerre, a ajouté la chef du gouvernement italien. Il n'y a pas que les catholiques qui ont été outrés, tous les croyants, des protestants aux orthodoxes. La raison. Pourquoi Trump a-t-il modifié l'image d'intelligence artificielle Trump-Jésus pour y placer un dieu du soleil démoniaque, antique, derrière lui? Et oui, celui qui se prend pour un dieu commet le pire des péchés, le péché d'orgueil. C'était celui de Satan qui avait voulu chasser Dieu du paradis. La condamnation est unanime et Trump est obligé de rétro-pédaler. Le président Donald Trump affirme que l'image virale qui a été publiée sur Truth ne le dépeignait pas en Jésus-Christ, mais le dépeignait en médecin. Ben voyons, avez-vous publié cette image de vous-même dépeint en Jésus-Christ? Je l'ai bien publiée, je pensais que c'était moi en tant que médecin et que cela avait à voir avec la Croix-Rouge en tant que travailleur de la Croix-Rouge là-bas que nous soutenons. Et là, tout d'un coup, j'ai eu une illumination. Oui, j'ai compris. Le plan dont certains me serinent à longueur de tweet. Oui, le plan de Trump m'est apparu, dans toute sa logique. Détruire le mouvement MAGA. Édouard Husson, bien vu. Ajoutons que, du point de vue politique, qui était le seul dont Trump devrait se préoccuper, l'alliance des catholiques et des protestants conservateurs, qui a fait le succès du Parti républicain américain depuis Reagan, est en train d'exploser. Par sa démesure, Trump est non seulement en train de revigorer un parti démocrate qui était à terre et fini, mais il défait l'un des ciments les plus solides des coalitions républicaines depuis 1980, le christianisme conservateur. Et comme si cela ne suffisait pas, Trump refuse de s'excuser auprès du pape Léon XIV. Et pendant ce temps-là, la guerre continue. Dernière minute, l'Arabie Saoudite exhorte les États-Unis à mettre fin à leur blocus du détroit d'Ormuz et à négocier avec l'Iran. La Chine en mode avertissement. Ne touchez pas à nos accords avec l'Iran. L'amiral Dong Jun, ministre chinois de la Défense, réplique cash aux États-Unis. Nous avons des accords commerciaux et énergétiques avec l'Iran. Nous attendons des autres qui ne s'immiscent pas dans nos affaires. Le détroit d'Ormuz nous est ouvert. Pendant que Trump impose son blocus naval, Pékin pose clairement sa ligne rouge. Nos pétroliers passeront, nos contrats seront respectés. Un pétrolier lié à la Chine, sous sanction, traverse le détroit d'Ormuz, malgré le blocus naval américain. Et avec cette guerre, le monde va connaître des pénuries. Pendant que Trump annonce son blocus, la Chine coupe discrètement le robinet de l'acide sulfurique. Personne n'en parle, mais c'est pourtant l'une des décisions les plus lourdes de conséquences de cette crise.
Commençons par les bases, parce que ce sujet est peu connu, mais d'une importance capitale. L'acide sulfurique est l'un des produits chimiques industriels les plus utilisés dans le monde. Sans lui, pas d'engrais phosphatés, donc moins de nourriture, pas d'extraction du cuivre, donc moins de câbles électriques, d'infrastructures de transition énergétique. Pas de batterie, donc moins de véhicules électriques, pas de raffinage pétrolier, pas de textile. Oui, cette guerre est en train de mettre à genoux le monde entier. Les conséquences vont être tragiques. Personne ne comprend ce qui se passe. À tel point que certains n'hésitent pas à affirmer, comme l'ex-patron de la CIA, il est clairement déséquilibré au sujet de Donald Trump. Il est temps de le destituer. Pour comprendre ces temps tragiques, j'ai demandé au sénateur Yves Pozzo di Borgo de nous éclairer sur toutes ces tensions internationales. Très bien. Bonjour Yves Pozzo di Borgo, vous êtes sénateur honoraire de Paris et nous sommes ravis de vous avoir une fois de plus dans ces entretiens. Il y a des sujets très brûlants dans l'actualité et notamment l'OTAN. Vous êtes très inquiet de la stratégie de l'Amérique vis-à-vis de l'Europe et de la Russie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Lorsque l'Europe a été créée, c'est vrai, il faut prendre l'origine de l'Europe. En fait, il y avait trois courants de pensée. Il y avait le courant, en fait, ils ont plutôt deux courants et deux stratégies. Il y avait la stratégie américaine qui avait, elle, pour volonté d'éviter que le bloc européen tombe dans les mains des communistes et surtout, plus en profondeur, d'éviter que les grands pays comme l'Allemagne et peut-être aussi la France s'entendent avec la Russie, parce que notamment en ce qui concerne l'Allemagne, qui était une grande puissance industrielle, si elle s'entendait avec la Russie et toutes les richesses, et les avantages qu'ont la Russie, ça aurait pu hypothéquer la gouvernance mondiale des Américains. Donc la stratégie américaine était surtout de faire une Europe qui était coupée des soviétiques. À l'époque, il y avait une tension qui était explicable. Et puis il y avait une deuxième pensée qui est la pensée vaticane, c'est la pensée des démocrates chrétiens, c'est la pensée de Pie XII, qui était de faire l'Europe pour éviter les guerres perpétuelles qui avaient eu lieu d'abord avec les Anglais et les Français, et puis surtout les Allemands et les Français et le reste du monde, qui avaient provoqué deux énormes guerres mondiales avec des milliers et des milliers, enfin des millions de morts. Ça, c'est la création de l'Europe. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne les différents sujets, au départ, les principaux démocrates chrétiens, Robert Schuman, Adenauer, Gasperi, souhaitaient que l'on crée des solidarités concrètes, mais il ne s'agissait pas de faire une Europe fédérale. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on est allé vers un fédéralisme qui est un peu inquiétant. En ce qui concerne la défense, la thèse était, bon, puisqu'il y a l'OTAN, on a créé l'OTAN pour résister à l'Union soviétique, il faut aussi qu'il y ait une défense européenne. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'étais avec Jean Le Canuet, comme jeune collaborateur, sa thèse était, il y a l'Europe, c'est la défense européenne, c'est deux piliers. L'OTAN et la défense européenne. Sauf que depuis 2011, pratiquement, il n'y a plus qu'un pilier qui est l'OTAN. Et deuxième élément qui est très inquiétant, c'est qu'en ce qui concerne le traité de Lisbonne, il est précisé que, juste un petit article très court qui dit que nul ne peut aller contre l'influence et les décisions de l'OTAN. Ce qui fait qu'on est arrivé, mais inconsciemment, sans s'en rendre compte, à ce que l'OTAN contrôle énormément de choses. On pourrait même dire que c'est l'OTAN qui dirige l'Europe. On l'a vu d'ailleurs dans deux stratégies. La stratégie de la vaccination, où là, c'était vraiment tout le narratif a été contrôlé par l'OTAN et imposé par l'OTAN. Et la stratégie face à l'Ukraine, mais face exactement à la Russie dans le dossier de l'Ukraine, qui faisait en sorte que tout ça était contrôlé par le narratif OTAN et par les décisions de l'OTAN. Et là, on le voit également sur l'affaire iranienne, comme quoi le narratif OTAN s'impose. Et on ne se rend pas compte à quel point la puissance de ce narratif, ce qui a un contrôle sur l'ensemble des médias, c'est ce qu'on appelle le soft power de l'OTAN. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est vrai qu'un des gros problèmes qu'on a à l'heure actuelle, c'est que l'OTAN est toujours contrôlée par ce qu'on appelle le deep state, malgré l'arrivée de Trump, qui actuellement déstabilise un peu le monde entier, déstabilise aussi les États-Unis, et que ce deep state, en fait, a toujours pour objectif de casser la Russie, d'en faire une sorte
de papillote avec beaucoup d'États. Vous savez que la Russie, c'est un ensemble de plusieurs républiques. Et leur souhait, c'est de faire éclater la Russie pour qu'on puisse plus facilement contrôler toutes les richesses de la Russie en travaillant avec eux. Et c'est vrai qu'actuellement, l'Europe, la Commission européenne, qui n'a pas ce pouvoir, mais qui te le donne, et les différents chefs d'État, que ce soit Macron, Starmer, même s'il n'est pas dans l'Europe, Merz, Tusk, sont dans une logique de préparer la guerre contre la Russie. Et c'est vrai qu'hier, l'élection du nouveau responsable en Hongrie contre Orban, même si Orban c'était prévisible parce que les gens étaient fatigués depuis 16 ans, est une inquiétude parce que ça risque d'abord de faire en sorte que la guerre en Ukraine continue. Et puis surtout, ça risque, enfin, je l'espère pas, mais on ne sait pas du tout comment vont réagir ces nouveaux dirigeants, ça risque aussi d'accentuer cette pression contre la Russie. Oui, vous avez évoqué le corps nu. C'est quelque chose qui revient très fréquemment dans la bouche des dirigeants macronistes, ou d'ailleurs du chef d'état-major. On nous explique que l'horizon, c'est la guerre contre la Russie. Et ils ont même donné une date, 2029, qui Oui, a été... il faut dire que l'état-major, qui est d'ailleurs un peu surprenant, enfin, c'est d'ailleurs, je ne comprends pas que les commissions des forces n'aient pas réagi, au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'était un colonel, si vous voulez, qui est devenu général, enfin, qui a eu tous les titres de généraux en restant dans son bureau à l'Élysée ou à côté de l'Élysée. C'est quand même surprenant de mettre à ce titre, à ce poste-là, quelqu'un qui n'ait pas eu l'expérience d'avoir dirigé des corps d'armée, des armées. Voilà, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, le général est aux ordres de Macron, donc il est aux ordres des politiques, il est aux ordres de l'OTAN, parce que l'OTAN, maintenant, c'est elle qui nous dirige, celle qui dirige notre armée. Et c'est vrai que lui, il ne reprend, comme d'ailleurs souvent de militaires, regardez, il y a beaucoup de militaires européens comme américains qui ont le même discours, le même narratif. Il faut préparer la guerre contre la Russie. Et le chef d'état-major, si vous voulez, n'est qu'un fait que servi, c'est d'ailleurs la Constitution qui veut ça, hein, le chef d'état-major dépend du président de la République et son discours n'est que le président de la République, Emmanuel Macron, encore pour presque un an. Oui. Vous avez évoqué d'ailleurs la doctrine américaine. Elle a été théorisée par Brzezinski dans le Grand Échiquier. Il fallait absolument couper la Russie de l'Union européenne parce que la Russie apporte quelque chose à la France ou à l'Union européenne. C'est une sorte de liberté vis-à-vis des États-Unis et notamment sur le plan énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? La logique, si vous voulez, géographique et historique, c'est que l'Europe, c'est pas uniquement cette petite partie de l'Union européenne qui n'est qu'un bout de l'Europe. L'Europe, c'est en fait, comme disait De Gaulle, comme disait d'ailleurs Mitterrand, de Brest à Vladivostok, cet énorme continent, qui d'ailleurs a longtemps été la première puissance du monde, qui ne l'est plus, mais qui pourrait le devenir si on avait une stratégie d'ailleurs d'entente avec la Russie. Ce que d'ailleurs a tenté Sarkozy, ce que d'ailleurs a tenté Chirac, c'est vrai qu'il y avait cette volonté. Sauf que si vous voulez, on n'a pas su résister à la pression américaine, qui, comme vous dites, en rappelant Berezovsky, mais on pourrait dire aussi Kissinger, qui avait une stratégie, si vous voulez, de faire en sorte que l'Union européenne s'entende surtout pas avec la Russie. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en 2001, quand le président Poutine a été élu, la première chose qu'il a fait, il a demandé à rentrer dans l'Union européenne. C'est Merkel qui a bloqué. Il a demandé à rentrer dans l'OTAN, bien qu'on avait décidé que l'OTAN serait supprimée à plus ou moins long terme, après que les soviétiques avaient supprimé le pacte de Varsovie. Eh bien, tout ça lui a été refusé. Et alors, il a continué à dire, mais je voudrais rentrer, je suis européen. D'ailleurs, le premier discours qu'il a fait, le premier discours international qu'a fait le président Poutine en 2001, c'est un discours, j'allais dire, presque à la Robert Schuman, un discours pro-européen. Et en fait, c'est l'Europe, sous la pression des Américains, n'a pas su résister, qui a poussé la Russie vers la Chine. Moi, je me souviens quand j'étais sénateur, mon premier rapport en 2006, toutes les troupes russes à l'époque étaient sur la frontière chinoise. Et puis après l'affaire de Géorgie, je crois en 2007-2008, là c'était définitif, ils ont quitté la Chine et sont rentrés dans la logique chinoise. Et là, le partenariat, notamment dans ce qu'on appelle les BRICS, qui est une structure qui est nouvelle, mais qui est amenée à diriger le monde, enfin à remplacer les États-Unis. Dans les BRICS, si vous voulez, il faut bien comprendre que la Russie, l'Inde, la Chine sont maintenant les patrons de cet énorme ensemble qui va petit à petit diriger le monde. On l'a bien vu d'ailleurs dans l'affaire de l'Iran. L'Iran, ça n'est pas sorti tout seul. C'est que derrière, il y a la Chine, il y a la Russie. L'Inde est plus réservée, mais on sent très bien qu'il y a la puissance des BRICS. Et voilà, et c'est une des choses, c'est exactement, je crois d'ailleurs que le combat se fait entre les BRICS, personne n'a dit le mot, et puis le réseau américain.
c'était trop dangereux pour la France et j'ai envie de dire pour les autres États parce que euh, on aurait été mis face à la guerre alors qu'on n'a pas les moyens de mener cette guerre contre l'Iran. C'est pas le Charles de Gaulle et notre flotte qui pourraient affronter une guerre de haute intensité dans un pays aussi éloigné. Il y a ça aussi, puis je crois aussi, si vous voulez, il faut bien comprendre que l'ensemble des dirigeants européens et dirigeants chefs d'État, comme d'ailleurs la Commission européenne, sont toujours sous influence du deep state, hein, qui n'est pas du tout dans cette logique trumpiste. Hein. Ouais. Alors, il faut toujours décrypter les décisions de ces chefs d'État européens et de la Commission européenne dans cette logique-là. Hein. Ouais. Donald Trump, dernièrement, sur son trousse sociale, a manqué d'égard, on va dire. On va utiliser des euphémismes vis-à-vis du pape Léon XIV. Comment comprenez-vous cette tension entre les Américains et le Vatican? Je trouve que j'ai des proches, proches, des gens qui connaissent très bien Trump et qui sont très surpris de voir le Trump nouveau, le Trump d'il y a depuis un mois et demi. Ils ne comprennent pas cette tension, ils ne comprennent pas cette vulgarité, ils ne comprennent pas cette tension qu'il a mise sur le monde. Alors si, ils comprennent parce qu'ils savent très bien que l'influence israélienne, et notamment des réseaux Mossad et autres aux États-Unis, est très forte. Il faut savoir que l'AIPAC est une fantastique association de tout le réseau pro-israélien en Amérique, finance presque les trois quarts des parlementaires, sénateurs ou députés, et que c'est vrai que la plupart des décisions qui sont prises aux États-Unis sont des décisions, en ce qui concerne Israël et puis le Moyen-Orient, sont des décisions qui sont alimentées et orientées par Israël. Pourquoi cette vulgarité de Trump? Je pense surtout, je crois, d'après ce que l'on me dit, enfin ce que me disent ses amis américains, c'est qu'il s'est rendu compte avec cette affaire iranienne qu'il a fait une grosse erreur et qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Il voit très bien qu'il est dans une impasse. Et deuxièmement, il est aussi, il faut pas oublier que il sait très bien la puissance des réseaux israéliens, notamment des réseaux Netanyahou aux États-Unis, et donc il sait très bien qu'il ne peut pas se couper complètement d'Israël et de Netanyahou et donc, on a l'impression qu'il traduit tout cela par des colères complètement stupides, vulgaires et grossières. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, je crois, avec le pape qui rappelle la doctrine de l'Église, c'est-à-dire la doctrine de paix, et que les soldats sont plus là pour faire la paix que pour faire la guerre. Et ce qui se passe à l'heure actuelle avec le bombardement des civils, enfin, qui sont là pour moi des crimes de guerre, hein, parce que cette affaire de bombardement, d'ailleurs, qu'on n'a jamais su, enfin, le droit international n'a jamais voulu condamner. Mais moi, je faisais juste une petite remarque là-dessus. Enfin, quand on pense que ce sont les Américains qui ont posé le concept des bombardements, ces Américains. N'oubliez pas, par là, la guerre 39-40, enfin 40 de 45, puisqu'ils sont rentrés en guerre en 40, les Américains ont bombardé aussi bien les Japonais, c'est des crimes de guerre énormes, que les Français ou les Européens. N'oubliez pas que les bombardements en Allemagne ont fait des milliers, des millions de morts. N'oubliez pas que les bombardements en France ont fait aussi des centaines de La milliers de Normandie, morts. oui. Mm. En Normandie, et après, par la suite, toutes les guerres qu'ont fait les États-Unis, c'est des bombardements qui ont tué des millions de civils. Et ça, c'est vrai que, d'après moi, le bombardement, il faudra bien qu'un jour le droit international s'y intéresse. C'est un crime de guerre. Et là, ça continue d'ailleurs en Iran. Alors, c'est vrai que les Iraniens aussi bombardent les Israéliens qui souffrent beaucoup. Hein, moi, j'ai très beaucoup d'amis israéliens qui souffrent beaucoup. Alors, évidemment, c'est interdit de le dire, mais ils souffrent dans toutes les villes israélienne. Hein. Ça, c'est vrai que c'est logique de bombardement de pays à pays. C'était, d'après moi, quand ça touche les civils, ça doit être considéré comme un crime de guerre. Oui, et le Liban est particulièrement touché. Il y a des villes qui sont rasées. Je... Alors là, il faut comprendre, c'est fou ce qui se passe au Liban. Alors c'est vrai qu'il y a, moi j'ai beaucoup d'amis chrétiens maronites qui ne supportent pas le Hezbollah. Bon, pas croire, mais enfin le Hezbollah fait partie de la ville et il est cautionné par beaucoup le réseau, beaucoup de musulmans qui sont là-bas. Et puis il ne faut pas oublier, il y a un chiffre qu'il faut donner. Lorsqu'il y a eu un accord de cessez-le-feu en 2023 entre le Hezbollah et Israël, le Hezbollah a toujours respecté le cessez-le-feu. Or, Israël, pendant plus de 2000 fois, a cassé ce cessez-le-feu. C'est là où il y a une hypocrisie de la part d'Israël, parce que dans la logique de certains Israéliens, et je ne pense pas que ce soit l'ensemble du peuple israélien, il y a une volonté, c'est de faire ce qu'on appelle le Grand Israël, et le sud du Liban est considéré comme, même le Liban entier, considéré comme étant faisant partie du Grand Israël.
Et ce qui se passe à l'heure actuelle, on sait très bien bien sûr qu'il y a encore le Hezbollah, il n'est pas complètement mort, et bien sûr qu'il bombarde l'Iran, et je comprends très bien que les Israéliens veulent le faire. Mais moi, je crois que dans une affaire comme ça, c'est pas à Israël à le faire. Ça aurait dû être d'ailleurs, c'est là où je regrette d'ailleurs que le président français qui dit qu'il défend le Liban, mais en dehors d'envoyer quelques sacs de riz ou des choses comme cela, il ferait peut-être mieux d'appliquer, d'après moi, les forces françaises ou peut-être même les forces de l'OTAN. On a une structure qui est l'OTAN qui n'a pas vraiment servi à autre chose qu'à vendre des armes pour les Américains. Et puis surtout, chaque fois qu'elle a fait la guerre, elle a perdu. Là, je pense que l'OTAN, comme est allée en Afghanistan, pourrait très bien aussi venir au Liban, mais au moins que, si vous voulez, les milices Hezbollah soient supprimées, qu'elles soient intégrées dans l'armée, dans une armée légale libanaise, qui est une armée avec des catholiques, des musulmans et d'autres religions. Bah écoutez, je vous remercie pour ce témoignage, il est très fort, et pour votre analyse. Et j'espère qu'on vous reverra très bientôt dans ces entretiens. Voilà, écoutez, merci beaucoup et puis à votre disposition. Et merci. Merci beaucoup au sénateur Yves Pozzo di Borgo. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Peter Magyar dit qu'il veut ramener le financement de l'Union européenne pour améliorer l'économie de la Hongrie, mais qu'il ne soutient pas l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne et que la Hongrie devrait se désengager du prêt de 90 milliards à l'Ukraine. Finalement, les européistes ne vont peut-être pas beaucoup aimer celui qui a battu Orban, Magyar. Ah, on vient de me dire dans l'oreillette qu'il y aurait l'élection d'un nouveau pape. De la fumée blanche s'élève de la Maison Blanche alors que Trump se déclare le nouveau pape. Méfions-nous, il en est capable. Un médecin de la Croix-Rouge livrant d'ordache aux sans-abri. Récit d'un analyste danois sur les contradictions de Donald Trump. Résumé bref des positions de Trump ces dernières semaines. Ouvrez le détroit. Aidez à ouvrir le détroit. Nous n'avons pas besoin que le détroit soit ouvert. Ouvrez ce détroit, sinon je vous bombarde. Et maintenant, je bloque le détroit. En France, nous avons aussi nos zinzins, les députés macronistes comme Guillaume Kasbarian. Depuis des décennies, les mêmes recettes étouffent les pays. Toujours plus d'États, partout, tout le temps. Beaucoup de Français n'en peuvent plus. J'ai décidé de créer le Parti de la Liberté. Le Parti de la Liberté, d'un macroniste pro-Union européenne, pro-pass sanitaire. Oui, fin de la blague. Les macronards nous gâtent en ce moment. Gabriel Attal, son projet. Et j'ai fait prout. Oui, on a compris. Le macronisme, ce n'est que du vent. Attention, arnaque. N'acceptez pas une demande d'amis d'un certain Emmanuel Macron. Il demande de l'argent à tout le monde. Il n'y a pas que chez les macronards qu'il y a des zinzins. Leurs alliés, la France insoumise. Elsa Marcel s'oppose à l'incarcération des agresseurs et trouve les accusés sympathiques. Elsa Marcel, avocate et conseillère municipale à Saint-Denis, symbolise la porosité entre l'idéologie et la démence. Selon l'extrême gauche, s'opposer à l'immigration est un crime qui mérite presque la prison. En revanche, agresser sexuellement une femme peut être excusé. L'idéologie d'extrême gauche est non seulement dangereuse, mais elle frôle aussi le trouble psychiatrique. Et là, on a une pensée émue pour Laurent Firode. La réalité dépasse sa caricature. Sacré Darius Rochebain. Attendez, ancien maître des très respectueux, grand maître des francs-maçons. Vous savez comment on l'appelait? Il l'a dit l'autre jour. Vous savez comment on l'appelait? Oui, bien sûr, je sais comment on l'appelle. Comment on l'appelait? Vous êtes franc-maçon aussi? Écoutez, ça se dit pas en public. C'est bien. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Ah, vous êtes franc-maçon? On le fera. Il est magique cet extrait. Le Darius découvre qu'il est entre deux frères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.